Je m'appelle Paula, j'ai 34 ans, et Noël, ça a toujours été mon truc. Depuis 10 ans, c'était moi qui organisais tout, je cuisinais, je décorais, je rassemblais toute la famille. Mais cette année-là, à 3 jours de Noël, mon téléphone a vibré. Un message de groupe, envoyé par mes parents. Nous pensons qu'il vaudrait mieux que Paula ne vienne pas cette année. Ce n'est pas seulement le message qui m'a brisé le cœur, c'est de voir mes frères, ma sœur, et même ma tante, réagir avec un pouce levé. Les mains tremblantes, j'ai répondu. Parfait. Vous ne me reverrez plus non plus. Et maintenant, me voilà ici, à raconter mon histoire. Hit that like and subscribe button si toi aussi tu veux savoir ce qui a mené à ce moment déchirant et comment il a changé ma vie pour toujours. Grandir dans la famille Matthews, c'était apprendre très tôt la hiérarchie. Aîné de 4 enfants de Harold et Diane Matthews, j'ai porté les responsabilités dès que j'ai pu atteindre le plan de travail de la cuisine. Mes frères, James et Thomas, et ma sœur Sarah, eux, ont toujours échappé à ce poids. Très vite, une phrase est devenue le slogan de la maison. Paula s'en occupera. Quand James a cassé le vase préféré de maman à 7 ans, c'est moi qu'on a interrogé, pourquoi tu ne le surveillais pas? J'avais 9 ans. Quand Sarah avait besoin d'aide pour ses devoirs, mes parents la renvoyaient vers moi, même quand j'avais les miens à faire. Quant à Thomas, le petit dernier, il n'a vraiment compris ce que responsabilité voulait dire qu'à la fac. Chaque fois que je faisais remarquer l'injustice, mon père répondait. Tu es l'aîné, Paula. C'est comme ça que ça marche. Et son ton voulait toujours dire, tu devrais en être fier. En grandissant, ce rôle ne m'a jamais quitté. Je suis devenue event planner à Chicago, organisant des événements complexes pour de grandes entreprises le jour, et des réunions de famille le soir. Mon petit appartement de Lincoln Park était devenu le quartier général des fêtes. Ma mère aimait dire. Paula est tellement douée pour ça. Elle sait comment rendre chaque moment spécial. Ce qu'elle oubliait de préciser, c'est que je payais presque tout moi-même. Pourtant, mes frères et ma sœur avaient tous de bons métiers. James, ingénieur logiciel, Sarah, responsable marketing, Thomas, consultant financier. Mais, d'une manière ou d'une autre, la charge financière des fêtes tombait toujours sur moi. Il y a 10 ans, quand notre grand-mère est décédée, j'ai voulu reprendre le flambeau. C'est elle qui, chaque année, organisait des Noëls somptueux dans sa grande maison de banlieue, biscuits décorés à la main, chaussettes brodées pour chacun, et sa fameuse dinde avec tous les accompagnements. À sa mort, personne n'a posé la question, tout le monde a simplement supposé que j'allais reprendre la tradition. Tu es la seule capable de le faire, comme grand-mère, m'avait dit maman. Et ainsi, mon destin était scellé. Au début, j'étais sincèrement heureuse de perpétuer sa mémoire. J'ai refait ses recettes, conservé ses rituels, et même ajouté de nouvelles traditions. Les premières années étaient épuisantes, mais gratifiantes. Mais avec le temps, quelque chose a changé. La reconnaissance a disparu, remplacée par une jalousie silencieuse. Il semblait toujours trouver quelque chose à redire à tout ce que je faisais. Si je préparais la dinde de grand-mère exactement comme elle la faisait, James disait qu'elle était trop sèche. Si j'essayais d'améliorer un peu la recette, Sarah me demandait pourquoi je voulais changer la tradition. Thomas, lui, ne disait presque rien, jusqu'à la fin, où il laissait tomber devant les autres. Il y avait quelque chose qui n'allait pas cette année. La farce n'a pas le même goût que celle de maman. Avait râlé Sarah à Noël dernier, alors que j'avais suivi à la lettre la recette de maman, en l'appelant même 2 fois pour confirmer les détails. Les décorations du sapin ne sont pas bien placées. Avait ajouté James, sans avoir aidé une seule seconde à les installer. Pendant ce temps, mes responsabilités, elles, ne faisaient que grandir. Je ne faisais plus qu'héberger, j'achetais aussi la majorité des cadeaux, des décorations et de la nourriture. Je passais des semaines à planifier les menus, en prenant soin de respecter les préférences et régimes de chacun. Sarah est devenue gluten-free il y a 3 ans. James a développé une sensibilité à certaines épices. Et la femme de Thomas est végétarienne. J'ai tout adapté, sans jamais me plaindre. Mes frères et sœurs, eux, contribuaient à peine. Sarah apportait parfois un dessert du magasin. James amenait une bouteille de vin, qu'il buvait presque entièrement. Et Thomas arrivait les mains vides,
promettant d'aider à ranger, ce qui n'arrivait jamais. Malgré tout ça, mes parents prenaient toujours le parti de mes frères et sœurs. Quand, il y a 2 ans, j'ai timidement proposé qu'on fasse un repas partagé, mon père a réagi comme si j'avais voulu annuler Noël. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses, a-t-il dit d'un ton ferme. Tu es tellement doué pour tout organiser, pourquoi changer ce qui marche? Ce qu'il ne voyait pas, c'est que ça ne marchait plus pour moi. Chaque année, je vidais mes économies et posais mes congés pour créer un Noël parfait, pendant que les autres se contentaient d'arriver, critiquer, puis repartir. Le point de rupture aurait dû être le dernier Thanksgiving. Mais mon sens du devoir familial m'a encore tenu dans ce cycle. J'avais travaillé 60 heures par semaine sur un gros projet pour mon entreprise. Et malgré la fatigue, j'avais préparé un repas magnifique. La table était splendide, la nourriture délicieuse. Et j'avais même intégré des photos de famille dans des marque-places faits main, qui m'avaient pris des heures à concevoir. La dinde est un peu trop cuite, a été la première remarque de Sarah en s'asseyant. Les pommes de terre manquent de beurre, a ajouté James, sans lever les yeux de son téléphone. Ma mère, elle, a simplement soupiré. Eh bien, on ne peut pas tous être de parfaits cuisiniers comme grand-mère. J'ai ressenti la même douleur familière, mais, comme toujours, je l'ai enfouie. Plus tard dans la soirée, j'ai surpris une conversation dans la cuisine. Paula doit toujours tout compliquer, disait Sarah. On dirait qu'elle veut nous faire passer pour des incapables. Elle adore jouer la martyre, a ajouté James. Pour la première fois, j'ai senti un déclic, une envie de briser ce schéma. Mais l'idée de ne plus remplir mon rôle m'a angoissée. Qui serais-je, si je n'étais plus la gardienne de la famille? À quoi ressembleraient les fêtes sans moi? Ces questions me terrifiaient. Alors, comme toujours, je les ai repoussées. Et j'ai continué cette tradition épuisante. Je ne savais pas encore que cette année-là m'obligerait enfin à y faire face. En septembre, tout a changé, j'ai reçu une grande promotion chez Anderson Events, l'entreprise où je travaillais depuis 7 ans. J'étais enfin devenu Senior Event Director, un poste pour lequel j'avais travaillé sans relâche pendant des années. Ce rôle venait avec plus de responsabilités, un meilleur salaire, mais aussi des heures interminables, surtout pendant la période des fêtes, quand les corporate events battaient leur plein. Lors de notre dîner de famille en octobre, j'ai mentionné ma promotion et le fait que mon travail serait particulièrement chargé jusqu'à décembre. C'est super, ma chérie, a dit ma mère d'un ton distrait, avant de se tourner aussitôt vers Thomas. Alors, raconte à tout le monde pour ta nouvelle maison. La conversation a complètement changé de direction. En quelques secondes, ma nouvelle n'existait déjà plus. Plus tard, j'ai pris ma mère à part pour parler de l'organisation de Noël. J'aurai sûrement besoin d'un peu plus d'aide cette année, ai-je expliqué. Avec ce nouveau poste, je n'aurai pas autant de temps pour tout gérer. Elle a posé sa main sur la mienne, avec ce petit sourire qui voulait dire « Ne fais pas d'histoire. Tu trouveras bien une solution. Tu t'en sors toujours. » Quand j'ai essayé de lui proposer que les autres prennent en charge quelques tâches, elle a immédiatement trouvé des excuses pour chacun. James termine un gros projet. Sarah a les enfants à gérer. Et Thomas, avec sa nouvelle maison, tout le monde est débordé, Paula. Le message était clair, mon travail à moi ne comptait pas autant. Une semaine plus tard, j'ai appelé James directement, espérant une conversation plus constructive. J'ai besoin de ton aide pour Noël cette année, ai-je dit simplement. Avec mon emploi du temps, je ne peux plus tout faire seul. Et tu veux que je fasse quoi exactement? M'a-t-il répondu, comme si je le dérangeais. Tu pourrais organiser l'échange de cadeaux, ou t'occuper des décorations, par exemple. Il a ri, un rire sec, presque moqueur. Je ne connais rien aux décorations. C'est ton domaine, non? Tu pourrais apprendre, ai-je dit. Moi aussi, j'ai appris. Écoute, j'ai un software launch juste avant Noël. Je ne peux rien ajouter de plus à mon planning. Pourquoi tu ne réduis pas un peu? Personne n'attend la perfection. Mais c'était faux. La perfection, c'est exactement ce qu'ils attendaient, du moins, tant que ce n'était pas eux qui devaient la produire.
Ma conversation avec Sarah a été encore pire. Elle a évoqué ses 3 enfants comme raison pour laquelle elle ne pouvait pas faire plus. Des ados, pourtant, qui passaient leur temps sur leur téléphone. Certains d'entre nous ont une vraie famille à s'occuper. A-t-elle ajouté, ignorant le fait que son mari Gary ne faisait presque rien à la maison. Le coup de poignard est venu quelques jours plus tard, quand j'ai vu une de ses publications sur les réseaux sociaux. Rien de pire que les gens qui s'engagent pour des choses qu'ils ne peuvent pas assumer. Si tu ne peux pas gérer, ne te propose pas. Je savais qu'elle parlait de moi. Et le pire? Le post avait reçu des likes de James et Thomas. Début novembre, j'ai découvert quelque chose qui m'a brisé le cœur pour de bon. En aidant Thomas à chercher un email de réservation sur son téléphone, une notification est apparue. Un groupe de discussion intitulé « Family minus P, la famille sans P ». Le nom disait tout. Mes parents, mes frères, ma sœur, même ma tante Linda, tous dedans. Tous sauf moi. Je n'ai pas lu les messages. Je n'en avais pas besoin. Le simple fait que ce groupe existe suffisait à comprendre. Ils parlaient entre eux, et j'étais exclu. Quand j'ai rendu le téléphone à Thomas, je n'ai pas pu m'empêcher de demander. C'est quoi, Family minus P? Il a rougi. Oh, juste un chat pour ton cadeau de Noël. Rien d'important. Un mensonge évident. Cela faisait des années que personne ne m'offrait rien qui demande une organisation collective. L'année dernière, James m'avait donné une bougie parfumée achetée à la hâte. Sarah une simple carte cadeau. Et Thomas, rien du tout. Ton cadeau est en route. Avait-il dit. Il n'est jamais arrivé. Ma tante Linda, la sœur cadette de ma mère, a toujours été un personnage imprévisible. Elle se présentait comme la médiatrice de la famille, mais semait souvent le désordre derrière les sourires. Récemment divorcée de son 3e mari, elle m'appelait sans arrêt pour se confier. Tu es tellement à l'écoute, Paula. Pas comme ta sœur, me disait-elle souvent. Et moi, trop gentille, trop fidèle à mon rôle? Je l'écoutais, sans comprendre que j'étais déjà en train de m'éloigner lentement de tout ce que j'appelais famille. Ma tante Linda n'avait jamais eu le temps pour les problèmes des autres. Pourtant, je croyais sincèrement que nous avions créé un lien réel. Après tout, je l'avais aidé à déménager dans son nouvel appartement, à installer tout son home entertainment system, et à tout ranger. J'avais passé 3 week-ends entiers à organiser son espace, pendant que mes frères et sœurs étaient, comme toujours, aux abonnés absents. Alors, découvrir son nom dans le groupe Family minus P, ça m'a fait l'effet d'un coup de couteau. Quand je l'ai appelé pour parler des préparatifs de Noël, son ton était étrangement froid. Tu en fais peut-être un peu trop, ma chérie, m'a-t-elle dit. Personne ne t'a demandé de tout gérer, tu sais. Ces mots m'ont laissé sans voix. Pendant des années, il m'avait expressément demandé de tout organiser. Et maintenant que je demandais un peu d'aide, on me faisait croire que c'était moi qui avais choisi de tout porter. Le mariage de Thomas, en juin, avait déjà été un autre exemple flagrant de leur double standard. En tant qu'event plané, on s'attendait naturellement à ce que je m'occupe de la plupart des détails de son mariage sur 3 jours gratuitement, bien sûr. J'ai créé les plannings, trouvé les prestataires dans leur budget, imaginé la décoration des tables. Et même assemblé les gift bags à minuit, quand leur plan initial avait échoué. Pendant la réception, Thomas a pris le micro pour remercier toutes les personnes extraordinaires qui avaient rendu ce jour possible. Le wedding plané officiel. Les 2 familles. Et même son colocataire d'université, auteur d'un toast raté. Mon nom. Pas prononcé une seule fois. Le lendemain, j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a regardée, sincèrement surprise. Pourquoi tu as besoin d'être remercié? Tu as simplement aidé ton frère. C'est ce qu'on fait, en famille. Sauf que cette logique-là, dans notre famille, ne s'appliquait jamais quand il s'agissait de m'aider, moi. Mon petit ami Marc observait ce schéma depuis longtemps, avec une inquiétude grandissante. Nous étions ensemble depuis 2 ans, et au début, il essaya encore de leur trouver des excuses. Mais après le mariage de Thomas, il a craqué. Il t'utilise, Paula. Tu es devenue leur planificatrice personnelle, leur cuisinière,
et même leur soutien émotionnel. Et eux, qu'est-ce qu'ils te donnent en retour? Rien. J'ai essayé de les défendre, par réflexe. C'est la famille, c'est compliqué. Non, a-t-il répondu calmement. Ce n'est pas compliqué. C'est déséquilibré. Et tu mérites mieux. Il m'a encouragé à mettre des limites. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet avec ma famille, on me disait que j'étais trop sensible ou que je cherchais encore des histoires. Le point de non-retour, ça a été au début de décembre. J'avais invité ma mère à déjeuner dans son restaurant préféré. Décidé à enfin parler avec elle, calmement. Maman, ai-je commencé doucement? J'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre dans ce que chacun fait pour les réunions de famille. J'adore organiser ces moments, mais je n'en peux plus de tout gérer seule. Elle a posé sa fourchette et soupiré. Paula, je ne comprends pas pourquoi tu cherches toujours des problèmes. Personne d'autre ne se plaint. Peut-être parce que cette dynamique profite à tout le monde, sauf à moi, ai-je répondu. Son regard est devenu dur. C'est une vision très égoïste. La famille, ce n'est pas une question de compte à rendre. Ce n'est pas une question de comptabilité, ai-je essayé d'expliquer. C'est une question de respect, de réciprocité. Elle a terminé, d'un ton froid. Si tu te sens sous-estimé, c'est à toi de travailler sur ça, à l'intérieur de toi. Et la conversation s'est arrêtée là. Je suis rentrée en voiture, en larmes. Je me suis demandé si le problème, c'était moi. Est-ce que j'étais égoïste de vouloir un peu plus d'équilibre? Est-ce que j'exagérais? Quand je suis arrivée devant mon immeuble, Marc m'attendait. Il m'a trouvée assise dans la voiture, encore en train de pleurer. Ils ne changeront jamais. Lui ai-je murmuré. Peut-être que c'est à moi, de changer mes attentes. Il prit ma main fermement. Ou peut-être que tu dois simplement changer la façon dont tu donnes ton énergie à des gens qui ne la méritent pas. Ces mots restèrent gravés dans mon esprit alors que Noël approchait et que les tensions familiales montaient encore. Je ne savais pas à quel point ils allaient se révéler prophétiques. Malgré mes nouvelles responsabilités au travail et l'atmosphère tendue à la maison, je me jetai corps et âme dans les préparatifs de Noël, comme chaque année. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et l'idée de décevoir ma famille me terrifiait toujours plus que celle de me décevoir moi-même. Ma promotion au poste de Senior Event Director signifiait que je devais coordonner 4 grands événements d'entreprise pendant les fêtes, chacun rassemblant des centaines de participants et des clients exigeants. Je travaillais au moins 60 heures par semaine, rentrant souvent après 9 heures du soir, avant de rester éveillé jusque tard dans la nuit à commander des cadeaux en ligne, planifier les menus et peaufiner mon fameux tableau de planification de Noël. Tu as l'air épuisé, remarqua mon assistante Zoé en me voyant bâiller pendant la réunion du matin. Le compte Anderson ne vaut pas ta santé. Je vais bien, répondis-je, comme toujours. J'essaie juste de jongler entre le travail et les préparatifs de Noël. Elle haussa les sourcils. Laisse-moi deviner. Tu t'occupes encore de tout le Noël familial, n'est-ce pas? J'acquiesçai, et elle secoua la tête. Un jour, ils comprendront la chance qu'ils ont de t'avoir. Faire les achats de cadeaux vida non seulement mon énergie, mais aussi mon compte en banque. Malgré mon budget serré, surtout après avoir aidé Thomas à payer une partie de ses frais de mariage plus tôt dans l'année, j'avais choisi des cadeaux attentionnés pour chacun. Pour mon père, une rare première édition de son auteur préféré, trouvée auprès d'un collectionneur. Pour ma mère, un album photo personnalisé retraçant 30 ans d'histoire familiale. Pour James, des écouteurs sans fil haut de gamme qu'il convoitait depuis des mois. Pour Sarah et sa famille, des chaussettes de Noël personnalisées et un week-end dans une station de ski toute proche. Pour Thomas et sa nouvelle épouse, un service à thé fait main par un artisan qu'ils avaient adoré lors d'un salon d'artisanat. En échange, je m'attendais à recevoir, comme d'habitude, quelques cadeaux impersonnels achetés à la dernière minute, si j'en recevais. L'année précédente, mon père m'avait offert une carte cadeau d'un magasin où je ne mettais jamais les pieds, et ma mère m'avait donné une écharpe que je lui avais moi-même offerte de Noël plus tôt. Fidèle à la tradition familiale, je fabriquais aussi des décorations faites maison pour tout le monde. C'était ma grand-mère qui avait lancé cette coutume en créant chaque année des ornements personnalisés pour chacun. Depuis sa disparition, j'avais pris le relais,
passant mes week-ends de novembre et début décembre à concevoir des pièces uniques. Cette année, j'avais imaginé de petits globes de neige miniatures contenant des répliques des moments marquants de l'année de chacun. À la mi-décembre, le stress combiné du travail et des obligations familiales commença à se faire sentir. J'avais des maux de tête constants, ma peau se couvrait de boutons pour la première fois depuis la fac, et je serrais les dents au point d'en fendre une, nécessitant un rendez-vous d'urgence chez le dentiste. C'est lié au stress, m'expliqua-t-il d'un ton sérieux. Vous subissez une pression inhabituelle en ce moment? Je ris nerveusement, avant de comprendre qu'il ne plaisantait pas, ou, juste le chaos habituel des fêtes, répondis-je, minimisant encore une fois la situation, comme toujours. Le point de rupture arriva au travail, pendant les préparatifs finaux du Anderson Holiday Gala, notre plus grand événement client de la saison. J'étais en train de revoir le plan de table avec ma collègue Jessica, quand soudain, je ne parvins plus à me concentrer. Les noms et les numéros de table se mirent à se brouiller devant mes yeux, et sans prévenir, les larmes se mirent à couler. Jessica m'emmena aussitôt dans une salle de réunion vide et ferma la porte. Paula, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas du tout ton genre. À travers mes sanglots, tout sortit d'un coup. Les années d'injustice familiale, les critiques constantes, le manque total de reconnaissance, ce groupe de discussion, Family Minus P, qui m'excluait, et toute la pression accumulée autour des fêtes. Je n'en peux plus, conclus-je, épuisé. Mais je ne sais pas comment arrêter. Jessica m'écoutait, les yeux écarquillés d'incrédulité. Paula, ce n'est pas un comportement normal pour une famille. Il profite clairement de toi. C'est ma famille, répondis-je par réflexe. Être de la famille ne donne pas le droit de traiter quelqu'un comme un domestique, répliqua-t-elle calmement. La mienne me rend folle parfois aussi, mais au moins, tout le monde participe. Ce que tu décris, c'est de l'exploitation. Ces mots résonnèrent fort. Était-il possible que j'aie fini par trouver normal un comportement profondément toxique, simplement parce qu'il s'était installé petit à petit, au fil des années? Qu'est-ce que je devrais faire, demandai-je, perdu. Dis-leur directement que tu as besoin d'aide et de reconnaissance, conseilla Jessica. Sois précise. Détaille ce que chacun peut faire. S'ils tiennent à toi, ils feront un effort. Son conseil me sembla logique. Alors, ce soir-là, j'organisai un appel vidéo familial pour discuter des préparatifs de Noël. Tout le monde sembla agacé de devoir dégager du temps, mais finit par accepter à contre-cœur. J'ai réfléchi à Noël, commençai-je une fois la connexion établie. Avec mon nouveau poste, j'ai besoin d'un peu plus d'aide cette année. J'aimerais que chacun prenne une part de responsabilité. Un silence pesant suivit ma phrase. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Demanda enfin mon père. Je pris une inspiration et détaillai calmement. Papa, maman, vous pourriez gérer le dîner principal dans votre cuisine. James, tu pourrais t'occuper des boissons et de la musique. Sarah et sa famille, des décorations et des activités pour les plus jeunes. Thomas et Melissa, du gift exchange et du rangement après la fête. Ma mère fronça les sourcils. Ça me paraît inutilement compliqué. Les choses fonctionnent très bien comme elles sont. Justement, non, elles ne fonctionnent pas pour moi, répondis-je, la voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Je m'épuise à vouloir créer des fêtes parfaites tout en travaillant à plein temps. Personne ne t'a demandé de tout rendre parfait, lança Sarah. Oui, ajouta James, tu as toujours voulu tout contrôler dans les moindres détails. Et maintenant, tu te plains. J'ai pris ces responsabilités parce que personne d'autre ne le faisait, rétorquai-je. Je demande juste un peu plus d'équilibre. Thomas soupira. Tu dramatises, Paula. Noël, c'est censé être joyeux, pas une liste de tâches à se partager. Facile à dire quand tu n'as jamais été sur la liste des tâches, répondis-je sèchement. Mon père toussota, puis dit d'un ton froid, Paula, si tu veux venir à Noël avec cette attitude négative, peut-être que tu devrais envisager de ne pas venir du tout cette année. On peut très bien se débrouiller sans tout ce drama. Ces mots me frappèrent comme un coup. Après tout ce que j'avais fait pour eux, j'étais soudain devenu le problème à écarter plutôt que la personne à soutenir. Je ne crois pas que ce soit ce que Paula veut dire, intervint Marc, qui avait entendu la conversation depuis la pièce voisine.
Elle demande simplement un peu de considération. C'est une affaire de famille, dit ma mère d'un ton glacial. Sans vouloir te vexer, Marc. L'appel se termina peu après, sans aucune solution, laissant derrière lui une tension encore plus lourde. Ce soir-là, mon téléphone vibra sans arrêt, plusieurs messages individuels de mes frères et sœurs, tous exprimant leur déception face à mon attitude soi-disant égoïste. La confrontation finale arriva la veille du message qui allait tout changer. Sarah m'appela pour parler du dîner de Noël, exigeant que je prépare à la fois la dinde et le jambon cette année, parce que son fils aîné venait de décider qu'il n'aimait plus la dinde. Je ne peux pas faire les deux, expliquai-je calmement. Je n'ai ni le temps ni la place dans le four. Ce n'est qu'un plat de plus, insista-t-elle. Tu fais toujours une si belle table. Je prépare déjà 12 plats différents, rappelai-je. Si Dylan veut du jambon, tu peux en apporter un. Tu sais bien que je ne sais pas cuisiner le jambon, se plaignit-elle. Tu pourrais apprendre, répondis-je, reprenant les mots que j'avais déjà dit à James quelques semaines plus tôt. Pourquoi tu rends tout si compliqué? C'est Noël. Justement, dis-je. C'est Noël pour moi aussi, Sarah. Pas seulement pour les autres. Elle raccrocha brusquement. Quelques minutes plus tard, un message de ma mère s'afficha. Sarah est bouleversée. Pourquoi tu ne peux pas simplement faire le jambon? La famille, c'est le compromis. Je ne répondis pas. J'étais trop fatiguée pour rappeler, encore une fois, que j'étais toujours la seule à faire des compromis. Je me couchais tôt, espérant qu'une bonne nuit de sommeil m'apporterait un peu de recul. Je ne savais pas que le lendemain matin mettrait fin, une fois pour toutes, à ce schéma destructeur. La journée commença comme toutes les autres. Réveil à 6 heures, café, regard rapide sur mes mailles de travail avant de sauter sous la douche. Mon téléphone vibra, une notification de messages groupés. C'était de mon père, envoyé au groupe familial officiel, pas le Family Minus P. Alors, sans méfiance, j'ouvris la conversation. Le message s'afficha. Après avoir discuté avec tout le monde, nous pensons qu'il serait mieux que Paula ne vienne pas à Noël cette année. Tes plaintes et tes exigences créent des tensions, et nous voulons tous des fêtes paisibles. Nous pourrons échanger les cadeaux après le Nouvel An. Ma tasse de café m'échappa des mains et se brisa sur le carrelage. Je restai figé, le regard collé à l'écran, alors que les réponses apparaissaient en temps réel. James, d'accord. Sarah, totalement d'accord. Besoin de positivité seulement. Thomas, probablement pour le mieux. Puis vint la trahison la plus inattendue, ma tante Linda. Celle que j'avais aidée après son divorce, chez qui j'avais passé des week-ends entiers à tout rongeur, celle qui m'appelait sa roche, sa nièce préférée. Ce sera plus détendu sans le drama. Désolée Paula, mais parfois une pause est nécessaire. Ma mère, elle, ne dit rien. Pas un mot. Et pourtant, ce silence la blessa plus profondément qu'une réponse directe. Son absence de défense valait approbation. Une douleur étrange m'envahit, physique, écrasante. Ma poitrine se serra, ma vision se rétrécit sur l'écran, et un bourdonnement remplit mes oreilles. J'avais chaud et froid à la fois, mes mains tremblaient au point de lâcher le téléphone. 10 ans de Noël, des milliers de dollars dépensés, des heures infinies passées à cuisiner, à décorer, à planifier. Tant de fois où j'avais ravalé mes émotions pour préserver la paix. Tant de sacrifices faits pour eux. Tout effacé par un seul message, et 5 émojis de pouces levés. Je restais debout, immobile, le cœur battant dans un silence assourdissant. Puis, avec un calme étrange, celui qui naît quand tout devient enfin clair, je pris mon téléphone, et commençai à taper ma réponse point parfait. Tu ne me reverras plus non plus. Joyeux Noël. J'ai appuyé sur send avant de pouvoir changer d'avis, puis j'ai immédiatement éteint mon téléphone. Le silence qui a suivi était à la fois terrifiant et étrangement apaisant. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas en train d'essayer de réparer une situation familiale. Il n'y avait plus rien à réparer. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, entouré de morceaux de céramique brisés et de café refroidi, avant que Marc ne me trouve. Il dormait encore, après avoir travaillé tard la veille. Son expression passa de la confusion à l'inquiétude en voyant la scène. Paula, qu'est-ce qui s'est passé?
Tu es blessé? Je lui ai tendu mon téléphone sans un mot, après l'avoir allumé. Il lut les messages, son visage s'assombrissant un peu plus à chaque ligne. Ces égoïstes, ces ingrats, il s'interrompit en voyant mon visage. Viens ici, dit-il simplement, en me serrant fort dans ses bras. C'est à ce moment-là que les larmes sont venues, de grands sanglots profonds, venus du plus loin de mon âme. J'ai pleuré pour la petite fille qui avait toujours voulu être à la hauteur, pour la femme qui avait tout donné sans rien recevoir en retour, pour toutes ces fêtes passées à m'épuiser pour des gens qui ne prenaient même pas la peine de dire merci. Ils ne te méritent pas, murmura Marc avec colère dans mes cheveux. Ils ne t'ont jamais mérité. Nous sommes restés ainsi jusqu'à ce que mes jambes fléchissent et qu'ils me guident vers le canapé. Quand le choc a commencé à retomber, mon téléphone s'est remis à sonner. L'écran affichait le nom de ma mère. Tu n'as pas besoin de répondre, dit Marc doucement. Je fixai le téléphone jusqu'à ce qu'il cesse de sonner, puis je vis les notifications de messages apparaître une à une. Mère, Paula, ne sois pas enfantine. On pense juste que tout le monde a besoin d'une pause. Père, pas besoin de drame. On parle d'un seul Noël, pas de toute la vie. Sarah, sérieusement? Tu veux couper les ponts avec toute la famille juste parce que tu n'acceptes pas une critique? Je les lisais avec un étrange détachement. C'était si prévisible, si complètement à côté de la plaque qu'il semblait presque irréel. Mais la vraie surprise est arrivée 1 heure plus tard, quand les préoccupations, pratiques, ont commencé à apparaître. James, tu fais toujours la dinde où on commande quelque chose? Sarah, et les cadeaux que tu as déjà achetés pour les enfants? Ils seront déçus. Thomas, tu as encore les décorations de Noël de l'an dernier? On en a besoin. Pas un seul message d'excuse. Pas une seule phrase reconnaissant la blessure qu'il m'avait infligée. Leur seule préoccupation, qui allait cuisiner, qui allait offrir les cadeaux, qui allait créer leur Noël parfait. Tu te rends compte qu'ils pensent vraiment que tu vas tout préparer même après t'avoir désinvité, dit Marc, incrédule. Ils ne voient même pas ce qu'ils ont fait. Cette réalisation fut à la fois douloureuse et libératrice. Ils ne me voyaient pas comme une personne, juste comme une fonction, un service à utiliser. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai décidé que je ne remplirais plus jamais ce rôle. J'ai éteint mon téléphone une nouvelle fois, appelé mon boss pour demander quelques jours personnels, les premiers en 3 ans, et je me suis assise pour essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Le premier jour après le message est passé dans un brouillard de choc et de larmes. Je n'avais jamais pris de congé non planifié, mais Jessica a pris mes responsabilités sans poser de questions. Prends tout le temps qu'il te faut, m'a-t-elle dit. L'événement Anderson est sous contrôle, le reste peut attendre. Marc, lui, a réorganisé son emploi du temps pour rester avec moi, travaillant depuis notre appartement au lieu d'aller au bureau. Il restait près de moi, protecteur sans être envahissant, me laissant de l'espace tout en s'assurant que je n'étais pas seule. Qu'est-ce que tu veux faire pour Noël, cette fois, me demanda-t-il doucement, alors que nous grignotions un take-out sans appétit. La question m'a prise de court. J'avais tellement pensé à leur rejet que je n'avais jamais réfléchi à ce que je voulais. Noël avait toujours été fait pour répondre à leurs attentes, jamais aux miennes. Je ne sais pas, ai-je avoué. Je n'ai jamais eu un Noël à mes conditions. Le regard de Marc s'adoucit. Alors peut-être qu'il est temps que ça change. Cette nuit-là, en faisant défiler distraitement des pages sur mon laptop pour me changer les idées, je suis tombée sur des annonces de location de cabanes dans le Wisconsin, à environ 3 heures de route de Chicago. Une annonce, en particulier, attira mon attention. Une petite cabane d'une chambre, au bord d'un lac, isolée juste ce qu'il faut pour avoir la paix, mais assez proche d'un petit village pour ne pas manquer de confort. La photo montrait une cheminée en pierre, une cuisine petite mais bien équipée, et de grandes fenêtres donnant sur une forêt de pins couverts de neige. Sans trop réfléchir, j'ai réservé la cabane pour 3 nuits, du 24 au 26 décembre. Cette décision spontanée me parut à la fois effrayante et libératrice. Je crois que j'ai besoin d'être ailleurs, complètement ailleurs, pour Noël cette année, ai-je dit à Marc, en lui montrant la confirmation de réservation. Ça a l'air parfait, répondit-il. Tu veux que je réserve quelque chose près de là-bas, ou tu préfères être seul? Le simple fait qu'il pose la question, au lieu de décider à ma place, m'a profondément touché.
J'aimerais que tu viennes, si tu veux bien passer Noël loin de ta famille. Il haussa les épaules en souriant. Mes parents sont en Floride cette année de toute façon. Et franchement, il n'y a nulle part où je préférerais être qu'avec toi. Le deuxième jour, j'ai rallumé mon téléphone pour découvrir plus de 40 appels manqués et presque une centaine de messages. La plupart venaient de ma famille, alternant entre la culpabilisation, les questions pratiques sur l'organisation de Noël, et des reproches de plus en plus agressifs m'ordonnant d'arrêter de faire l'enfant et de répondre. Je les ai parcourus avec un étrange détachement, comme si je lisais l'histoire d'une autre famille. Un message de ma tante Linda attira mon attention. Ta mère est complètement perdue pour le dîner de Noël. Dis-nous au moins si tu as déjà acheté les ingrédients, qu'on puisse les utiliser. L'audace me laissa sans voix. Il m'avait exclu du Noël familial, et me demandait maintenant la nourriture, les décorations et des conseils pour s'en sortir sans moi. Cette absurdité scella ma décision de couper les liens pour de bon. Alors que j'allais éteindre à nouveau mon téléphone, il se mit à sonner. Un numéro inconnu. D'habitude, je laisse ce genre d'appel aller directement sur la messagerie, mais quelque chose me poussa à décrocher. Paula, c'est Jessica du travail. J'appelle de mon téléphone perso. Tout va bien avec l'événement Anderson, ai-je demandé aussitôt, mon instinct professionnel reprenant le dessus. Tout va bien au bureau, répondit-elle d'une voix douce. Je t'appelle comme amie. Comment tu tiens ? Sa sincère inquiétude brisa la carapace de froideur que j'essayais de garder. Pas très bien, ai-je avoué, mais j'essaie de m'en sortir. Anthony et moi voudrions passer ce soir, si c'est ok. Rien de compliqué, juste un peu de vin et du soutien moral. Anthony était le directeur créatif de notre boîte et aussi le petit ami de Jessica. On n'était pas proches en dehors du travail, mais il avait toujours été gentil et respectueux. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, ai-je commencé. On en a envie, m'interrompit Jessica. Sauf si tu préfères être seule, évidemment. L'offre d'une simple présence amicale, sans attente ni jugement, me parut comme une bouée de sauvetage. En fait, ce serait gentil. Merci. Ils sont arrivés ce soir-là avec 2 bouteilles de vin, un énorme plateau de charcuterie de mon traiteur préféré, et une boîte de pâtisserie de la boulangerie française près du bureau. Remède universel contre les drames familiaux, plaisanta Jessica en installant tout sur la table basse. Peu à peu, la conversation glissa naturellement vers ce qui s'était passé. Pour la première fois, j'ai raconté toute l'histoire, les années d'attente démesurées, les critiques, les sacrifices à sens unique, les remarques blessantes, subtiles ou non. Une fois lancée, je n'arrivais plus à m'arrêter. Des années d'émotions enfouies jaillissaient comme un torrent. Jessica et Anthony m'écoutaient sans m'interrompre, leur visage passant tour à tour de la surprise à la colère, puis à la compassion. Paula, dit finalement Anthony d'une voix grave, ce que tu décris, ce n'est pas juste des tensions familiales. C'est de la maltraitance émotionnelle. Le mot « maltraitance » me fit sursauter. Ça me paraît un peu extrême, dit Jessica doucement. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, mais ils te considèrent comme acquise. Ils minimisent tes émotions, t'excluent des conversations familiales tout en te laissant toute la charge des responsabilités, et t'invitent de Noël dès que tu demandes un peu de considération. Mais aussi clairement, il devenait difficile de défendre leur comportement. Parfois, on finit par normaliser des relations dysfonctionnelles simplement parce qu'elles se construisent petit à petit, ajouta Anthony avec bienveillance. Mais vu de l'extérieur, ce n'est pas comme ça qu'une famille aimante se traite. Leurs mots étaient à la fois douloureux et apaisants. Pendant des années, je m'étais demandé si je n'étais pas trop sensible, trop exigeante. Entendre des amis objectifs confirmer que le comportement de ma famille était réellement problématique m'enleva un poids dont je n'avais même pas conscience. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire ? Demanda Jessica. Je leur ai parlé de la cabane que j'avais louée et de ma décision de passer Noël loin des attentes familiales, pour la première fois de ma vie d'adulte. C'est exactement ce qu'il te faut, approuva Jessica. Une vraie coupure, pour réfléchir à ce que tu veux vraiment de ces relations à l'avenir. Voire même, ajouta Anthony, peut-être apprendre à mettre de la distance pour de bon. Ces mots me frappèrent. Jusqu'à ce moment, je n'avais jamais envisagé de réduire durablement les contacts avec ma famille. L'idée était à la fois terrifiante et étrangement libératrice.
Le matin du 3e jour avant Noël, je commençais à préparer nos affaires pour le séjour à la cabane. En rangeant mes vêtements, je tombais sur une grande boîte dans le placard de la chambre d'amis, celle contenant tous les cadeaux de Noël que j'avais déjà achetés pour ma famille. La vue de ces paquets me serra le cœur. J'avais passé des semaines à choisir des présents attentionnés pour des gens qui ne prenaient même pas la peine d'apprécier ma présence, encore moins mes efforts. Après un instant d'hésitation, j'ai pris une autre décision impulsive. J'ai appelé un refuge familial local pour demander s'ils acceptaient des dons de cadeaux. Bien sûr, répondit la coordinatrice bénévole. Beaucoup de nos familles n'ont rien à offrir à leurs enfants pour Noël. 2 heures plus tard, Marc et moi déposions toute la boîte au refuge. J'avais retiré les étiquettes originales et les avais remplacées par des messages simples, pour une maman spéciale, pour un ado qui aime la musique, pour un papa qui aime lire. Ces cadeaux sont magnifiques, dit la coordinatrice en les examinant. Ils vont vraiment illuminer le Noël de plusieurs familles. Pour la première fois depuis le message qui avait tout brisé, je ressentis une chaleur sincère. Mes cadeaux allaient enfin servir à des personnes qui les apprécieraient vraiment, au lieu de ceux qui les prenaient pour acquis. Le lendemain matin, alors que nous chargions la voiture pour partir, mon téléphone sonna. Le nom de mon père s'afficha. Après un bref moment d'hésitation, je répondis, le mettant sur haut-parleur pour que Marc entende. « Paula, ça suffit maintenant, dit-il d'un ton sec. Ta mère est bouleversée et nous devons savoir ce qu'il en est du dîner de Noël. » Je ne préparerai pas le dîner de Noël, répondis-je calmement. Comme vous me l'avez demandé, je ne viendrai pas. Ce qui veut dire que ma cuisine, mes décorations et mon organisation ne viendront pas non plus. Ne sois pas ridicule, protesta-t-il. On voulait juste dire que tu ne devais pas venir, pas que tu devais arrêter de t'occuper des préparatifs comme d'habitude. L'absurdité de sa phrase était telle que je me suis mise à rire. Papa, tu t'entends parler? Tu m'as des invités de Noël, mais tu veux quand même que je cuisine, que je décore, et que j'organise tout? On pensait que tu serais plus mature que ça, répondit-il d'un ton réprobateur. La famille passe avant tout, Paula. Exactement, ai-je dit calmement. Et pour la première fois, je me choisis en premier. Parce que moi aussi, je fais partie de la famille. Puis j'ai raccroché. Et j'ai éteint mon téléphone, cette fois avec un sentiment de clôture totale. Le lendemain matin, veille de Noël, Marc et moi avons pris la route en quittant Chicago. Mais ce n'était pas seulement la ville que je laissais derrière moi, c'était une vie entière d'attentes déséquilibrées, de sacrifices non reconnus, de dons sans retour. L'avenir était incertain, oui, mais pour la première fois depuis des années, j'avais la sensation qu'il pouvait enfin me mener quelque part où moi, j'avais envie d'aller. Se réveiller dans la cabane le matin de Noël fut presque irréel. Pour la première fois depuis 10 ans, je ne m'étais pas levée avant l'aube pour préparer un énorme petit déjeuner, coordonner l'ouverture des cadeaux ou surveiller une dinde au four. J'étais simplement allongée dans un lit douillet, à regarder tomber les flocons de neige derrière les vitres givrées, sans rien avoir à faire. Au début, c'était déroutant, presque angoissant. Mon corps semblait attendre le stress familier, la fameuse liste de choses urgentes à accomplir. Mais quand aucune pression n'est venue, j'ai ressenti comme un vide étrange, une légèreté nouvelle. Comme si j'avais passé des années à lutter contre un poids invisible, qui venait soudain de disparaître. « Joyeux Noël », dit Marc en me tendant une tasse de café fumante alors que je sortais de la chambre. « Comment as-tu dormi ? » Mieux que depuis des mois, ai-je répondu en souriant. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais épuisée avant de vraiment me reposer. Il eut un petit sourire satisfait. J'ai une petite surprise pour toi. Rien d'extravagant, mais je voulais que cette journée soit un peu spéciale. Il me conduisit dans la pièce principale de la cabane. Sur la table basse trônait un minuscule sapin décoré de rubans et de pommes de pin qu'il avait sûrement caché dans sa valise. À côté, quelques cadeaux soigneusement emballés et une assiette de pâtisserie du village. « Quand as-tu eu le temps de faire tout ça ? » ai-je demandé, touché. « Je suis sorti pendant que tu dormais encore, » expliqua-t-il. La boulangerie du coin ouvre tôt, même le jour de Noël, et j'avais préparé les décorations avant notre départ. Ce qui m'a le plus ému, c'était l'intention derrière son geste. Marc n'avait pas essayé de recréer un grand Noël ni de me forcer à célébrer.
Il avait simplement créé un moment doux, apaisé, une manière discrète de marquer la journée, sans rien me demander d'autre que de la vivre pleinement. C'est parfait, ai-je murmuré, la gorge serrée par une émotion différente cette fois. Merci. Nous avons passé la matinée dans une paisible complicité, à ouvrir les quelques cadeaux que nous nous étions offerts, à savourer les pâtisseries et à regarder la neige tomber encore et encore. Pas d'emploi du temps, pas de performance, pas de souci de savoir si tout le monde passait un Noël parfait. Vers midi, par simple curiosité, j'ai rallumé mon téléphone. La vague de notifications fut immédiate et étourdissante, dizaines d'appels manqués, de messages vocaux, de textos mélancolaires, reproches déguisés et questions pratiques sur les préparatifs de Noël. Mais un message, un seul, attira vraiment mon attention. Le message venait de Tara Wilson, mon amie d'enfance, celle qui avait déménagé à Seattle il y a des années. On se parlait de temps en temps, mais cela faisait des mois qu'on n'avait pas échangé. Paula, j'ai entendu ce qui s'est passé avec ta famille, par Sarah, disait son message. Elle m'a appelé pour se plaindre de toi. Typique. Appelle-moi quand tu peux, j'ai des choses que tu devrais savoir. Intriguée, je suis sortie sur le porche couvert de la cabane et je l'ai appelée. Paula. Merci mon Dieu, répondit-elle aussitôt. Tu vas bien? Sarah m'a fait croire que tu avais complètement craqué. En réalité, je vais étonnamment bien, ai-je dit, réalisant que c'était vrai. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté, exactement? Tara laissa échapper un petit rire sans joie. Oh, la version typique de Sarah. Selon elle, tu serais soudain devenue exigeante et difficile à propos de Noël, tu aurais refusé d'aider pour quoi que ce soit, puis tu aurais dramatiquement annoncé que tu coupais les ponts avec toute la famille. J'étais sûre qu'il y avait autre chose derrière. Je lui ai raconté la version courte de ce qui s'était passé, le message de groupe, la dispute, puis ma décision de partir pour les fêtes. Je suis tellement désolée qu'il t'ait traité comme ça, dit-elle ensuite. Mais franchement, je ne suis pas surprise. Sa remarque m'a un peu déstabilisée. Comment ça? Paula, ça fait 20 ans que je vois comment ta famille te traite, expliqua-t-elle. Ils ont toujours profité de ta gentillesse et de ton sens du devoir. Tu te souviens, au lycée, quand tes parents t'ont obligé à annuler ton bal de promo pour garder Sarah et les garçons pendant qu'ils partaient en croisière? Ou à la fac, quand ils te faisaient culpabiliser pour que tu rentres un week-end sur 2 aider aux rénovations pendant que tes frères et sœurs étaient trop occupés avec leurs activités? À mesure qu'elle parlait, des souvenirs remontaient, clairs et douloureux. Tant de fois où mes besoins étaient passés après ceux des autres. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Ai-je demandé. Je l'ai fait, quelquefois, au lycée, m'a-t-elle rappelé. Mais tu les défendais toujours. À force, j'ai compris que le dire ne faisait que te blesser un peu plus, sans rien changer. Je ne savais plus comment t'aider. Ces mots touchaient juste. Pendant des années, j'avais tout rationalisé, leurs comportements, leurs attentes, leurs injustices. Je portais la responsabilité de déséquilibres qui n'étaient pas les miens. Je crois qu'au fond de moi, j'ai toujours su que c'était injuste, ai-je admis. Mais le reconnaître, c'était accepter la possibilité qu'ils ne tiennent pas à moi autant que moi à eux. Ou qu'ils t'aiment à leur manière, mais qu'ils te tiennent pour acquise, ajouta Tara doucement. Quoi qu'il en soit, tu mérites mieux, Paula. Tu l'as toujours mérité. Après avoir raccroché, je suis restée un moment sur le porche, regardant la neige tomber en silence, repensant à notre conversation. C'était comme si je voyais ma vie sous un autre angle, des schémas que j'avais été trop proche pour reconnaître. Plus tard dans l'après-midi, par simple curiosité, j'ai ouvert brièvement mes réseaux sociaux. Mes frères et sœurs avaient tous posté des photos de leur Noël. Sarah montrait un dîner manifestement acheté tout près, avec la légende, créer un peu de magie de Noël à la dernière minute. Parfois, la simplicité, c'est mieux. James, lui, avait mis en ligne une photo d'un salon à peine décoré, avec ce commentaire, Noël, ce n'est pas la perfection. C'est être ensemble. Et moi, pour la première fois, je me suis sentie en paix de ne pas en faire partie. Thomas n'avait rien partagé sur le dîner de Noël, mais il avait posté une citation inspirante. Parfois, il faut savoir laisser partir les personnes toxiques, même si c'est la famille. Et en dessous, le hashtag Bundarizaralti. L'ironie de son message ne m'a pas échappé.
Ce qui m'a surtout frappé, c'est à quel point leur publication trahissait la tension derrière leur façade de positivité. Le dîner avait l'air désordonné et peu appétissant, les décorations mal faites, et l'ambiance semblait tendue sans moi pour tout organiser, ils peinaient à recréer même un simple moment de fête. Pourtant, aucun d'eux n'avait pris la peine de m'écrire un vrai message d'excuse, ou même de reconnaître à quel point ils m'avaient blessé. Les textos que je recevais étaient toujours les mêmes, des exigences, des reproches, ou des tentatives pour me faire culpabiliser. Alors que je regardais défiler tout ce chaos familial sur les réseaux sociaux, j'ai reçu un message inattendu de Rachel, la fille de ma tante Linda. Elle a 22 ans, bien plus jeune que moi, et on n'a jamais été très proches, même si j'ai toujours essayé d'être gentille avec elle pendant les réunions de famille. Paula, je voulais juste te dire que je trouve ce qu'ils t'ont fait vraiment injuste. Maman ne veut pas me raconter toute l'histoire, mais j'ai vu le groupe de messages et c'était cruel. Tu as toujours rendu Noël spécial pour tout le monde, et ils n'avaient pas le droit de te traiter comme ça. J'espère que tu vas bien. Son message, le premier geste sincère de soutien venant de quelqu'un de ma famille, m'a ému aux larmes. Je lui ai répondu simplement, la remerciant du fond du cœur, en promettant de lui parler davantage à mon retour à Chicago. En fin d'après-midi, quand la lumière a commencé à baisser, Marc et moi avons enfilé nos manteaux et sommes sortis marcher dans le paysage enneigé autour de la cabane. La forêt était silencieuse, la neige absorbant tous les sons, sauf le doux craquement de nos pas. « À quoi tu penses ?» demanda Marc, alors qu'on s'arrêtait près du lac gelé. « Que j'ai des décisions à prendre, ai-je dit. Sur le genre de relation que je veux avoir avec ma famille, s'il doit encore y en avoir une. Quoi que tu décides, je suis avec toi, répondit-il doucement, serrant ma main à travers ses gants épais. À cet instant, debout dans la neige immaculée, à côté de quelqu'un qui me soutenait vraiment, j'ai ressenti une clarté que je cherchais depuis des années. J'avais passé ma vie à essayer de mériter l'amour et l'approbation de gens incapables d'aimer sans condition. Je m'étais épuisée à organiser des fêtes parfaites pour des personnes qui ne montraient même pas un minimum d'attention envers moi. Je crois que c'était le dernier Noël où j'essaie de satisfaire des attentes impossibles, ai-je murmuré. Et le prochain Noël, il ressemblera à quoi ? Demanda Marc. J'ai souri, pour la première fois avec excitation. Aucune idée. Mais cette fois, ce sera mon choix. Sur le chemin du retour vers la cabane, je me sentais plus légère à chaque pas, comme si je laissais derrière moi tout le poids des obligations et des attentes que j'avais portées si longtemps. L'avenir restait incertain, mais il m'appartenait enfin. Quand nous sommes rentrés à Chicago après le Nouvel An, tout semblait identique, la ville, mon appartement, mais moi, j'étais différente. Je voyais les choses autrement. Et ce nouveau regard changeait tout. Le premier test de ma résolution est arrivé quand j'ai rallumé mon téléphone pour de bon. Les notifications ont explosé, des centaines de messages, des dizaines de messages vocaux, et une avalanche de mails de ma famille. Certains étaient pleins de colère, d'autres de fausses excuses ou de manipulations déguisées. D'autres encore posaient des questions pratiques, comme où j'avais rangé les décorations de Noël. Mais pour la première fois, je n'ai ressenti ni panique, ni culpabilité. Seulement une profonde paix intérieure, celle qu'on ressent quand on décide enfin de ne plus vivre pour les autres. Ton neveu a pleuré quand il n'a pas trouvé de cadeau de la part de tante Paula. Papa dit que sa tension est montée à cause du stress que tu as causé. Maman a dû prendre un calmant la veille de Noël. J'espère que tu es fière de toi. Et où as-tu mis la belle nappe ? On l'a cherchée partout. En lisant ces messages, j'avais l'impression d'assister à une pièce de théâtre que je connaissais par cœur. Chaque membre jouait parfaitement son rôle, la victime, le moralisateur, le médiateur. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Pour la première fois, je voyais leur manipulation avec clarté, comprenant enfin comment elles m'avaient toujours piégée. Après y avoir bien réfléchi, j'ai décidé d'écrire un seul email, adressé à tout le monde. Je ne voulais plus me laisser entraîner dans des échanges individuels pleins de reproches et d'énergie perdue. Je voulais simplement exprimer mes pensées une bonne fois pour toutes. J'ai passé du temps à réfléchir à notre dynamique familiale et à la place que j'y occupe. Pendant des années, j'ai tout donné pour créer des moments spéciaux pour chacun d'entre vous, souvent à un coût personnel, financier et émotionnel considérable. Quand j'ai enfin demandé un peu plus d'équilibre et de considération,
non seulement j'ai été ignorée, mais on m'a littéralement exclue du Noël que j'ai organisé pendant 10 ans. Cette expérience a été douloureuse, mais elle m'a aussi ouvert les yeux. Je comprends maintenant que nos relations ont toujours été déséquilibrées, je donnais sans arrêt, sans jamais recevoir en retour. Ce schéma n'est sain pour personne. À l'avenir, je vais fixer des limites claires sur ce que je peux et veux apporter aux réunions de famille. Je ne serai plus l'organisatrice, la financeuse ou la responsable de tout. Je participerai comme un membre égal, ou pas du tout. Je suis ouverte à reconstruire nos liens sur des bases plus saines, si vous le souhaitez aussi. Mais cela nécessitera la reconnaissance des anciens comportements, de vraies excuses, et un engagement à interagir de façon plus équilibrée. Je vous aime tous, mais j'ai aussi besoin de m'aimer assez pour ne plus accepter un traitement qui me rabaisse. Les réponses ont été à l'image de chacun. Mon père m'a envoyé un court message sec, plein de déception, les vrais membres d'une famille ne comptent pas les points. Ma mère, elle, a rédigé un long email rempli de larmes, expliquant que j'avais toujours été difficile et trop sensible, et qu'elle avait fait de son mieux malgré ma personnalité compliquée. James n'a rien dit directement, mais il a publié un message flou sur les réseaux sociaux. Les personnes toxiques adorent créer des drames puis jouer les victimes. Sarah, fidèle à elle-même, m'a envoyé une liste de toutes les fois où, selon elle, j'avais failli envers la famille, oubliant soigneusement tout ce que j'avais fait pour eux. Thomas, lui, a écrit un message presque conciliant, jusqu'à la dernière phrase, « Quand tu seras prête à t'excuser pour avoir gâché Noël, nous serons là. » Quant à tante Linda, elle a tenté, comme toujours, de jouer la médiatrice. Les deux côtés ont leur tort, mais la famille doit passer avant tout. Ta mère est dévastée. Et puis, il y a eu Rachel. Ma jeune cousine. Elle seule m'a envoyé un message sincère, plein de bienveillance et de respect. Un simple geste, mais il a suffi pour me rappeler que parfois, l'amour vrai se trouve là où on ne l'attend plus. Je pense que tu es incroyablement courageuse. Les autres refusent de voir la vérité, mais moi, je te vois vraiment. Au lieu d'être blessé par leurs réponses, j'y ai trouvé une étrange confirmation. Ils venaient de me montrer exactement qui ils étaient, et à quel point mes émotions, mes limites, et ma vision comptaient peu pour eux. Cette clarté faisait mal, mais elle était nécessaire. Sur la recommandation de Marc, j'ai commencé à consulter la Dr Claire Bennett, une thérapeute spécialisée dans les dynamiques familiales. Dès notre première séance, tout a pris sens. Ce que vous décrivez ressemble à un système familial classique, avec des rôles très rigides, m'a-t-elle expliqué. On vous a assigné le rôle de celle qui prend soin des autres, de l'aidante, très tôt. Et chaque fois que vous essayez de sortir de ce rôle, tout le système se sent menacé. Pourquoi voudrait-il me garder dans un rôle qui m'épuise, ai-je demandé. Parce que ça les arrange, a-t-elle répondu calmement. Vous gérez leurs émotions, leurs conflits, leurs responsabilités, leurs fêtes. Si vous arrêtez, ils devront faire face à leurs propres problèmes et prendre en main leur vie. Et beaucoup de gens feront tout pour éviter ça. Au fil des mois, nos séances m'ont aidé à comprendre les schémas profonds qui avaient façonné mes relations, pas seulement dans ma famille, mais dans toutes les sphères de ma vie. J'ai réalisé à quel point je me surpassais pour anticiper les besoins des autres, cherchant leur approbation à travers le service, au lieu de croire que j'étais digne d'amour simplement en étant moi-même. Guérir ne veut pas dire que vous devez couper tout lien avec votre famille, m'a assuré la Dr Bennett. Mais cela signifie poser et maintenir des limites claires, même quand ils essaient de les franchir. Et ils essaieront, parce que vos limites menacent leur confort. Elle avait raison. Quand l'hiver a laissé place au printemps, la pression de ma famille s'est intensifiée. Ma mère a commencé à appeler des amis communs pour dire qu'elle s'inquiétait de ma santé mentale. Mon père a essayé d'impliquer Marc pour me ramener à la raison. Sarah a fait courir des rumeurs sur ma soi-disant dépression et mon abandon des devoirs familiaux. Mais chaque tentative de manipulation ne faisait que renforcer ma détermination. J'ai gardé le contact au strict minimum, répondant poliment mais brièvement aux messages directs, sans me laisser entraîner dans des disputes ni dans la culpabilité. Avec l'été, un nouveau rythme s'est installé. Certains membres de la famille, comprenant que je prenais mes limites au sérieux, ont commencé à changer d'attitude. Thomas et sa femme ont invité Marc et moi à dîner, sans autre but que de se reconnecter. La soirée était un peu maladroite, mais calme,
chacun évitant soigneusement les sujets sensibles. Mes parents et Sarah, eux, sont restés figés dans leur position, oscillant entre le silence froid et les tentatives d'émotions forcées. James, lui, flottait entre les deux, essayant parfois de renouer avec des conversations normales. Quand Thanksgiving approcha, les pressions revinrent, on voulait que je reprenne mon rôle d'organisatrice des fêtes. J'ai refusé, gentiment mais fermement, en suggérant plutôt qu'on réserve une table au restaurant si tout le monde voulait vraiment se retrouver. Ce n'est pas un vrai Thanksgiving, protesta ma mère. C'est une autre manière de le fêter, ai-je répondu calmement. Et c'est celle avec laquelle je me sens bien cette année. Au final, certains ont choisi de venir au restaurant. Et pour la première fois, je me suis sentie en paix. Thanksgiving arriva, et Thomas, sa femme, et, à ma grande surprise, James était présent, tandis que les autres refusèrent par principe, mes parents, Sarah et sa famille. Le repas fut un peu tendu, mais gérable, un petit pas vers de nouvelles dynamiques familiales possibles. À l'approche de Noël, je ressentais une liberté que je n'avais pas connue depuis des années. Marc et moi décidâmes d'organiser un rassemblement pour nos amis et collègues qui, comme nous, restaient à Chicago pour les fêtes. Jessica et Anthony acceptèrent immédiatement notre invitation, ainsi que plusieurs autres amis et même Rachel, qui s'était progressivement tenue à l'écart des drames familiaux pour me soutenir. Planifier cette fête fut complètement différent de mes expériences de Noël précédentes. Je profitais des préparatifs sans me sentir écrasée par eux. Les amis proposaient naturellement d'apporter des plats, d'aider pour les décorations et de partager le travail sans qu'on ait à le demander. Le contraste avec mes expériences familiales ne pouvait être plus frappant. La veille de Noël, exactement 1 an après notre fuite dans la cabane du Wisconsin, notre appartement résonnait de rires, de conversations et de chaleur sincère. En regardant les visages de personnes qui m'appréciaient pour ce que j'étais, et non pour ce que je pouvais faire pour eux, je ressentis une profonde paix. Marc me retrouva sur le balcon où j'étais sortie pour un moment de réflexion tranquille. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, m'enveloppant d'une couverture contre le froid de décembre. « Complète » répondis-je, étonnée par ce mot. Pour la première fois depuis des années, je sentais que j'étais exactement là où je devais être, avec des personnes qui me voyaient telle que j'étais. « Ta famille a perdu la chance de connaître une personne incroyable, dit-il. Leur perte. La vérité de ces mots s'installa sur moi comme la neige douce qui commençait à tomber sur la ville. Ma famille avait manqué l'occasion de me connaître réellement, car elle était trop attachée à l'image de celle dont elle avait besoin. En essayant de gagner leur amour par un don incessant, j'avais entretenu une dynamique incapable de créer une vraie connexion. Le plus beau cadeau que je m'étais offert fut le courage de m'éloigner de relations qui me diminuaient, même lorsque ces relations étaient familiales. Les liens du sang ne garantissent rien sur la qualité de l'amour ou du respect reçu. J'avais compris que la vraie famille, qu'elle soit de naissance ou choisie, n'était pas une question d'obligation, de compte à rendre ou de fête parfaite. C'était une question de soins mutuels, de respect des limites et d'amour qui ne nécessitent pas d'être mérités. Debout là, regardant la neige transformer la ville, je ressentis de la gratitude pour ce message douloureux qui avait finalement brisé le schéma et m'avait libéré. Parfois, les blessures les plus profondes deviennent nos plus grands enseignants, si l'on a le courage d'apprendre. Je me tournai vers Marc avec un sourire. Allons rentrer. La famille nous attend. Et elle était ma vraie famille, mes amis et mes proches qui m'aimaient simplement pour être Paula. Aucun effort, aucune performance nécessaire. Avez-vous déjà dû poser des limites avec des membres de votre famille qui vous prenaient pour acquis? Qu'est-ce qui vous a aidé à trouver la force de vous affirmer? Partagez vos expériences dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo si mon histoire vous a touché. Merci d'avoir écouté. Et rappelez-vous, parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de vous aimer suffisamment pour vous éloigner de ceux qui ne vous apprécient pas. Je vous souhaite à tous la force de créer les relations aimantes que vous méritez vraiment.